l'IRM thoracique. Alors, l'IRM thoracique, quelques mots, vous savez tous que l'IRM, c'est l'imagerie qui est basée sur la résonance magnétique du proton d'hydrogène. Donc, c'est différent complètement du scanner. Là, l'idée, ça va être non pas de regarder l'absorption des tissus, l'absorption des rayons X dans les tissus, mais ça va être de regarder comment se comportent les protons dans un champ magnétique en fonction des ondes de radiofréquence qu'on va leur appliquer. Donc en pratique, comment ça marche l'IRM? C'est de simplifier au maximum cette information. Hop. Alors, globalement, on est tous fait de la même chose, c'est-à-dire qu'on est tous faits d'atomes et nos atomes, dans nos atomes, on a des protons d'hydrogène et tous nos atomes sont en mouvement en permanence, d'accord? Donc en gros, tous nos protons d'hydrogène tournent sur eux-mêmes et ils tournent tous de façon complètement désynchronisée, ce qui fait qu'on n'a on n'est pas magnétique en pratique. Euh, donc, ils tournent tous avec la même vitesse, mais de façon désynchronisée. Quand on va mettre un patient dans une IRM, donc on va le mettre dans un champ magnétique extrêmement puissant, les IRM qu'on utilise, c'est soit du 1,5 Tesla, donc 1500 fois le champ terrestre, soit 3 Tesla, 3000 fois le champ terrestre. Quand on met les patients dans un champ magnétique qui est extrêmement important, les protons d'hydrogène vont tous s'aligner. C'est-à-dire qu'ils vont toujours tourner, ils vont toujours tourner de manière désynchronisée, mais ils vont tous avoir une polarité qui va être orientée selon le même axe, donc certains qui vont être dans le sens de la magnitude et l'autre dans le sens inverse. Mais globalement, ils vont tous tourner sur un axe centré sur le champ, quoi, l'axe du champ magnétique. Si c'est clair, j'ai parlé beaucoup de fois d'axe et de tournée, mais en gros, ça se met à tourner. Vous voyez que globalement, ils ont tous une orientation comme ça. Alors, la majorité va être dans le sens de l'aimant, une petite partie va être dans le sens contraire de l'aimant. Tant qu'on en est là, pour l'instant, il se passe rien, tout est désynchronisé. Ce qu'on va faire ensuite, alors c'est des animations mais qui ne tournent pas, donc je suis désolé. Quand on va, donc, donc ils tournent tous, et quand on va appliquer une onde de radiofréquence, ce qui va se passer, c'est qu'on va synchroniser la rotation de tous ces protons d'hydrogène. D'accord? Donc ça, c'est un phénomène. Ils vont tous se synchroniser. Quand ils vont se synchroniser, qu'est-ce qui va se passer? On va voir apparaître une aimantation transversale. D'accord? Du fait qu'ils soient tous ensemble, donc toute leur force, au lieu de s'annuler les unes avec les autres, vont tous se cumuler, et quoi, toutes se cumuler, et donc ça va générer une aimantation transversale. Et quand on va lever l'onde de radiofréquence, il va se passer ce qui se passe d'habitude, c'est-à-dire que si vous attendez un peu, ça devient le bordel. Et là, à l'échelle du corps humain, on va attendre un peu, et ils vont tous se désynchroniser progressivement, et vous allez avoir une disparition de cette aimantation transversale. D'accord? Donc c'est ça l'idée derrière la réalisation de l'IA. Donc une fois qu'on a dit ça, c'est super. Mais qu'est-ce qu'on va regarder en pratique? Ben, en pratique, on va regarder deux choses. On va regarder, donc déjà, on a dit qu'on les a tous synchronisés. Et je vous ai pas dit, quand on les synchronise tous, on les synchronise schématiquement. C'est pas le cas, mais on peut dire à 90 degrés. C'est-à-dire qu'au lieu qu'ils tournent globalement dans l'axe élément, ils vont tourner avec une aimantation à 90 degrés. Ils vont tous être leur cumul va générer une aimantation transversale et va faire disparaître l'aimantation longitudinale. Et donc, quand on lève l'onde de radiofréquence, vous allez avoir progressivement une disparition de cette aimantation transversale et la réapparition de l'aimantation longitudinale. Et donc, c'est ça, le T1 et le T2. Le T1, ça va être le temps qui correspond à 63% de la repousse de l'aimantation longitudinale, et le T2, ça va être le temps qui correspond à 63% de la disparition de l'aimantation transversale. Je suis dans le bon sens, mais donc 63% de la repousse du longitudinal, 63% de la disparition de la transversale. Marqué 37%, mais faites 37 plus 63, ça fait 100. D'accord? C'est une façon de voir les choses. Donc ça, c'est dans l'idéal. Sauf que petite particularité, en fait, on n'est pas, voilà, le champ n'est pas homogène, l'espace n'est pas homogène, et donc le T2, la disparition de l'aimantation transversale, elle est en fait beaucoup plus rapide, quoi, elle est plus rapide que ce qu'elle devrait être. Et ça, c'est la différence entre le T2 et le T2 étoile. Le T2 étoile, c'est le vrai temps. Le T2, c'est ce que ça aurait pu être. Voilà.
Si vous n'êtes pas complètement perdu, ou si vous êtes complètement perdu, on va essayer de parler de choses un peu plus pratiques. Donc, c'est quoi les avantages de l'IRM? On a donné ces contraintes techniques, ce fonctionnement. Les avantages de l'IRM, le premier, c'est que ça a un très bon contraste tissulaire. D'accord? Donc, ça va permettre de caractériser, si vous voulez, en scanner, tomodensitométrie. Globalement, tous les tissus, quand vous injectez pas de produit, tous les tissus, ils se tiennent dans quelques dizaines d'unités Hounsfield en termes de densité. Donc, vous avez peu de différence de densité entre du liquide et du tissu. Il y en a un petit peu, mais pas beaucoup. En IRM, vous pouvez avoir des contrastes beaucoup plus importants entre un liquide qui peut apparaître blanc en T2 et un tissu qui ne sera pas blanc, par exemple. Donc, vous avez très bon contraste entre les tissus. Donc, ça, pour la caractérisation, c'est super. Deuxième avantage, on l'a dit, c'est pas du rayon X, c'est de l'aimantation, et donc vous n'avez aucune irradiation pour le patient. Alors, aucune irradiation pour le patient, on est d'accord que un papy ou une mamie de 99 ans, l'irradiation n'est plus le problème. Mais chez un enfant, c'est un avantage. Et puis, si vous voulez faire des choses qui ne soient pas une image statique, mais par exemple, si vous voulez filmer, ben là, vous prenez la mesure de l'avantage que ça représente, parce que vous allez pouvoir faire des films du patient, ce que vous pourriez faire avec un scanner, mais ce qui serait complètement déraisonnable. Troisième avantage, c'est qu'on n'injecte pas de l'iode. Si on a besoin d'injecter, on n'a pas toujours besoin d'injecter. Quand on injecte, on va injecter du gadolinium. Et les chelates de gadolinium ne sont pas contre-indiqués dans l'insuffisance rénale. D'accord? Et l'allergie existe pour le gadolinium, mais elle est beaucoup plus rare qu'avec l'iode, et puis surtout, elle n'est pas croisée. Donc c'est vraiment des avantages, ça vous offre plus de possibilités d'injecter chez plus de patients. Ça existe, attention, hein, les allergies au gadolinium, nous on a déjà eu des réactions anaphylactiques sévères sur le gadolinium, c'est possible. Alors après, pourquoi est-ce qu'on fait pas que de l'IRM? Ça a l'air génial ce truc-là. Parce que ça a quand même des limites dans le thorax. Premièrement, le thorax, c'est une zone qui est contrainte par des mouvements qu'on peut empêcher. Le patient, globalement, il faut qu'il respire et le cœur, c'est mieux s'il est bas. D'accord? Donc, vous êtes dans une zone où ça va bouger. C'est pas comme un poignet que vous allez pouvoir arrêter de bouger ou un crâne ou un genou, ce que vous voulez, qui peut ne pas bouger du tout. Là, vous êtes dans une situation anatomique où ça bouge. Alors, comment est-ce qu'on peut... Alors, le cœur, on peut... il y a un cardiaque, il y a des techniques pour faire de la synchronisation, mais pour ce qui est du poumon, comment est-ce qu'on peut gérer ce problème de mouvement respiratoire? Globalement, il y a deux approches possibles. La première, la première, c'est que vous demandez de faire une apnée. Je ne sais pas si vous avez vu, là, il y a le recordman du monde, je ne sais plus combien de minutes il a tenu, c'était extraordinaire. Mais globalement, c'est pas la situation de la majorité de nos patients, et donc les apnées, le plus souvent, elles sont relativement courtes. D'accord? Donc, qui dit imagerie courte, dit peu de signal, dit qualité d'imagerie diminue. Deuxième technique, c'est d'utiliser des techniques d'éco-navigateur en gros, vous allez surveiller la respiration du patient. Et il va faire des images que quand le patient fait et à un certain moment de son cycle respiratoire. Alors ça, vous pouvez dire c'est super, mais ça vous fait des temps d'exploration qui augmentent énormément. La semaine dernière, je me rappelle, j'ai fait une IRM à un patient, il respirait très bien, il n'est pas du tout dyspnéique, juste il avait une respiration extrêmement posée, extrêmement lente. La séquence, elle est partie dans des temps d'acquisition complètement délirants parce elle prenait des images qu'à un pic au moment du pic de la respiration. Et donc, elle attendait énormément entre deux acquisitions, entre deux moments où elle collecte du signal pour faire l'acquisition. Et ça, attention, ça peut vous faire augmenter énormément les temps d'acquisition. Donc, vous avez possibilité très vite ou très lent. Très lent, plus d'images, plus de signal. Après, s'il bouge pendant la séquence, à la fin, vous êtes perdu. Deuxième problématique, c'est que dans le poumon, quand même, les scanners thoraciques, dans la majorité des cas, sont faits pour explorer le poumon. Et dans le poumon, vous vous rappelez, le poumon, c'est quoi? Le poumon, c'est un peu la tour Eiffel, quoi. Vous regardez la tour Eiffel, vous avez un maillage, certes, mais on voit surtout ce qui se passe au travers, quoi. C'est globalement de l'air. Et donc, de quoi est composé l'air? L'air n'est pas composé d'hydrogène. Il y a très peu d'hydrogène dans l'air, et puis dans les tissus, il y a peu d'hydrogène non plus. Donc, en fait, vous n'avez pas de signal dans le poumon. C'est une zone avec très très peu de signal. Ce qui est un problème. Et deuxième problème, c'est que le temps de relaxation de l'aimantation transversale, le T2 étoile, il est extrêmement court en poumon. Donc, vous combinez toutes les emmerdes pour faire de l'imagerie.
peu de signal, temps de relaxation très très court, donc vous n'avez pas à peine le temps de mesurer le phénomène qu'il a déjà complètement disparu. Donc globalement, quand est-ce qu'on va utiliser l'IRM en torse? Eh bien, l'IRM, c'est un examen de deuxième intention. On ne fait jamais d'IRM en première intention, sauf cas particuliers du type suivi de mucoviscidose dans certains centres pédiatriques où ils vont faire des IRM en première intention. Mais sinon, c'est faut retenir que pour le commun des radiologues, l'IRM est un examen de deuxième intention. Et donc, la deuxième indication, quoi, de deuxième intention, dans quel contexte? Ben, on va bénéficier du bon contraste pour caractériser des lésions, typiquement caractériser des masses médiastinales. On va faire, par exemple, pour un complément d'exploration. Mon IRM dont je vous ai parlé la semaine dernière, c'était typiquement un patient pour lequel j'avais une masse médiastinale. Il n'avait pas eu il avait eu un scanner sans injection de produit de contraste. Je voulais savoir si c'était vraiment tissulaire ou si c'était un kyste très dense. Ben, je l'ai fait une IRM en complément plutôt que de le reprendre au scanner. Ça, c'est une bonne indication. Et puis, troisième situation, c'est typiquement si vous avez besoin d'acquisition dynamique, bah, typiquement, vous voulez filmer le diaphragme, vous avez intérêt à faire ça plutôt en IRM qu'au scanner pour le patient. Donc, voici les grandes applications dont je vais vous parler de l'IRM. Caractérisation des masses médiastinales, le syndrome de Pancoast-Tobias, qui est une zone où il y a plein de tissus, c'est très artefacté à cause du fait qu'il y a les épaules, donc on n'est pas très bien. La recherche d'endométriose thoracique, on va voir que vous ne verrez rien sur une endométriose thoracique non compliquée sur un scanner alors que vous avez une chance de la voir en IRM. L'étude fonctionnelle du diaphragme, parce que bah, autant faire sans irradiation des trucs qui pourraient être très irradiants. Et puis on verra les autres applications qui sont principalement du domaine de la recherche. Donc, tout d'abord, caractérisation d'une masse médiastinale. Vous l'avez compris, je le répète une énième fois, mais l'intérêt ici, c'est les capacités de contraste, d'excellent contraste et donc de différenciation des tissus. Les indications de l'IRM pour caractériser des masses médiastinales, globalement, c'est toutes les lésions thymiques où vous auriez un doute, vous n'êtes pas sûr, est-ce que c'est une hyperplasie thymique ou est-ce que c'est un thymome typiquement? Bah là, on va voir que c'est un très bon examen. Si vous avez une lésion que vous n'avez pas injectée, vous voulez savoir si c'est kystique ou comment ça se fait aussi, encore une fois, très bon examen. Et puis, si c'est une lésion kystique, bah, vous pouvez être quand même tenté de savoir si, même si ça a l'air d'être kystique pur, si par hasard il n'y aurait pas un petit rehaussement pariétal qui vous ferait complètement changer votre avis sur la nature de la lésion. D'accord? Donc, les séquences qu'on va réaliser quand on fait une IRM médiastinale sont typiquement, comme c'est un examen de deuxième intention, des séquences qui sont adaptées à la question que vous posez. J'ai une lésion qui est dans le médiastin moyen. Tu me demandes si c'est un kyste bronchogénique ou si c'est une tumeur. Je ne vais pas faire des séquences pour caractériser une lésion thymique. D'accord? Donc, je vais adapter mon protocole en fonction de ce que je sais déjà. Le but, c'est que ça dure le moins longtemps possible, moins pénible pour le patient. Et puis, pour vous, ça vous permet de passer plus de patients et donc de mieux utiliser nos machines, de les utiliser pour plus de monde. Donc, typiquement, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme séquence? Des séquences T2. Alors, vous embêtez pas si vous n'avez pas de protocole d'IRM thoracique chez vous. Vous voulez faire du T2 sur une lésion du médiastin, vous prenez les séquences hépatiques, ça va très bien marcher. D'accord? C'est globalement, ça va marcher pareil. Alors, du T2, vous avez plusieurs façons de faire du T2. Vous pouvez faire du T2 avec ou sans FATSAT. Si vous cherchez des liquides, il y a un moment, il va falloir FATSAT. Et puis, si vous cherchez des liquides aussi, faites du T2, très pondéré T2, de manière à ce que le liquide soit bien blanc, et vous soyez sûr que c'est blanc d'un liquide et pas blanc de, ça pourrait être autre chose, quoi, plus blanc. Donc, pondérez très bien les liquides, mettez des séquences très pondérées T2. Ensuite, deuxième chose, tant que vous y êtes en IRM, profitez-en pour injecter. Donc, pour injecter, vous faites du T1 sans et du T1 avec, hein. D'accord. Alors pareil, il y a des séquences, il y a différentes séquences. Donc typiquement, ce qu'on utilise, c'est les séquences de type Dixon qui vous permettent de faire en fait, avec la même acquisition, ça vous permet de retirer le signal de la graisse ou pas, le signal de l'eau ou pas. C'est des séquences qui sont assez intéressantes en termes de ce qu'elles proposent. Et puis après, une autre séquence extrêmement intéressante pour la caractérisation, c'est les séquences en phase et en opposition de phase. Donc, une fois, le Dixon, par exemple, ça permet de faire ça. Vous avez la phase et l'opposition de phase. Si vous l'aurez fait d'origine dans la séquence, vous avez cette information. Alors, à quoi ça sert les séquences en phase et en opposition de phase? On va parler après. D'abord, de toute façon, la saturation de la graisse.
Premier point important, à quoi ça sert? Bah, vous retirez le signal de la graisse, donc ce qui est blanc n'est pas de la graisse, c'est de l'eau. Ça, c'est un point qui est intéressant. Deuxième point, si vous cherchez de la graisse n'est pas toujours macroscopique. Les séquences FATSAT, elles vous montrent de la graisse macroscopique. C'est-à-dire que votre pixel est exclusivement composé de graisse. Quasiment exclusivement composé de graisse. L'IRM, ça vous fait voilà, c'est pixels ou des voxels plutôt, parce que c'est dans l'information 3D, des voxels qui sont quoi, relativement gros. D'accord? Vous n'avez pas la résolution spatiale que vous pourriez avoir sur une radio, qui est l'examen avec la meilleure résolution, ou un scanner qui a une résolution inférieure à la radio. Plutôt ici sur des gros voxels. Donc votre gros voxel, s'il contient, imaginons, moitié de gras, moitié de tissu, avec une séquence de type FAT7, vous n'allez pas annuler son signal. Par contre, vous êtes toujours tenté de savoir s'il y a de la graisse microscopique. Donc pour savoir s'il y a de la graisse microscopique, ce qu'on appelle la graisse microscopique, donc c'est pas microscopique au sens du microscope, mais c'est plutôt infra, en dessous de la taille de votre voxel, vous allez utiliser ces séquences en phase et en opposition de phase. Le principe, on a vu tout à l'heure ces protons qui tournaient. Le fait d'avoir de la graisse dans l'environnement du proton, donc la graisse est composée d'eau, le fait, voilà, l'environnement des protons va faire qu'ils ne tournent pas exactement à la même vitesse. Donc on va se servir de ces différences de vitesse de rotation des protons pour essayer de comprendre s'il y a de la graisse ou pas. Schématiquement, à 1,5 Tesla, au moment où vous avez fini de mettre votre onde de radiofréquence, on a dit qu'on a synchronisé tous nos protons, ils tournent tous de manière synchronisée, tout le monde est aligné. On est d'accord? On sait que à 2,2 millisecondes à 1,5 Tesla, les protons qui sont dans un environnement qui contient de la graisse et les protons qui sont dans un environnement qui n'en contiennent pas vont avoir un signal, ils vont être à un moment complètement opposé de leur phase. D'accord? Donc imaginez ici, si votre voxel il contient moitié de graisse, moitié de pas de graisse, vous avez un signal qui est égal à zéro, puisqu'il s'est annulé, vous êtes au milieu. Ça va, c'est clair? À 4,4 millisecondes, comme ils tournent de manière désynchronisée, bah, ils seront remis en phase. D'accord? Et à 6,6, ils seront en opposition de phase. C'est assez génial comme technique. Ça vous permet juste, en faisant une acquisition à deux moments différents, il y en a qui dessinent sur mes cours, euh, donc, en faisant une acquisition à deux moments différents, vous allez pouvoir, si vous faites une acquisition à ce moment-là et à ce moment-là, vous allez être capable de voir la différence en phase et en opposition de phase. Donc, au moment où ils sont alignés, au moment où ils ne sont pas alignés, et que ça vous permet d'affirmer qu'il y a bien de la graisse dans ce voxel puisqu'il change de signal en opposition de phase. Ça va, c'est clair? Si j'ai pu expliquer la phase et l'opposition de phase, j'en suis ravi. Donc voilà, donc en gros, un voxel qui contiendrait de l'eau et de la graisse, en phase, ça donne ça, en opposition de phase, ça donne ça. Alors après, en fonction de la proportion entre les deux, si c'est exactement la même proportion, vous allez être à zéro. Si vous avez plus de tissu que de gras, vous allez être sur un signal qui va être légèrement positif. D'accord? Vous allez voir, donc le signal, vous n'allez pas complètement l'annuler, mais vous allez voir une diminution du signal. Voilà, et donc c'est comme ça que vous arrivez à détecter la graisse. On va appeler microscopique, mais on est d'accord qu'elle n'est pas forcément microscopique, elle est juste sous la résolution de la machine. Et donc, typiquement, ici, vous voyez, homme de 35 ans, antécédent de thymectomie partielle pour hyperplasie on a cette image-là, et vous vous dites, bon, on voit qu'il y a des petites chaînettes chirurgicales ici, donc on se dit que ce patient, il a en effet bien été opéré, puis la question, c'est ce truc-là, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une hyperplasie thymique ou pas? Alors, une fois que vous aurez vu mon cours sur l'hyperplasie thymique, vous n'aurez pas de question, vous n'aurez pas besoin de faire une IRM dans cette situation. Mais, si jamais la question se pose, eh ben, voici comment on va raisonner. En fait, l'hyperplasie thymique, c'est quoi? C'est du thymus qui est trop abondant, qui est trop trophique pour l'âge. Le thymus, c'est composé de quoi? Le thymus, c'est composé de thymocytes, donc en gros, ce sont des lymphocytes dans le thymus, qui vont être organisés entre eux sous la forme d'un cortex et d'une médula. Et entre tout ça, vous avez de la graisse. D'accord. Ici, vous avez une hyperplasie thymique. Vous voyez, tout ça, c'est des travées qui contiennent de la graisse. C'est des vacuoles de graisse qui ont été nettoyées au moment où on a fait l'anapate. À l'inverse, un thymome, ça ne contient pas de graisse. Il n'y a pas de graisse dans un thymome. Donc, pour faire la différence entre est-ce que c'est un thymome ou est-ce que c'est une hyperplasie thymique,
Bêtement, vous faites une séquence en phase, position de phase. Si vous avez une chute de signal entre les deux, comme ici, eh ben c'est bon, la question est réglée. Si vous aviez un doute, ça peut pas être un thymome, il y a il y a de la graisse dedans, c'est forcément une hyperplasie. Voilà. Ça, c'est un des bénéfices de l'IRM. Alors, si on en revient à notre scanner, quand même, et ça, c'est un des messages, c'est qu'on n'a pas toujours besoin de l'IRM. L'IRM, ça permet de se rassurer, mais parfois, il peut s'en passer. Si on analyse, on voit qu'en fait, il y a des petites travées graisseuses qu'on arrive à voir au scanner qui a une meilleure résolution spatiale. Donc, tout ça nous faisait dire d'emblée que cette lésion était une hyperplasie thymique et que l'IRM ne servait strictement à rien. Mais bon, parfois, les inquiétudes méritent d'être levées et vous pouvez vous aider à l'aide de l'IRM. Deuxième point, confirmer la nature kystique d'une lésion. Je vous l'ai dit tout à l'heure, typiquement l'IRM que j'ai fait la semaine dernière. Ici, vous avez un autre cas. Vous voyez, vous avez une formation, on est sur un scanner non injecté. Il y a un truc qui va pas. Vous avez l'aorte qui est ici, ça c'est pas l'aorte. Vous avez une formation médiastinale qui est accolée à l'aorte. Sur du non injecté, on est d'accord qu'on peut avoir du mal à la voir. C'est plus facile quand vous descendez le volume. Si vous descendez le volume, vous allez voir cette boule qui apparaît d'un coup et puis qui disparaît ensuite. Vous mettez une reuille dedans, la reuille elle donne une densité à 35. Densité à 35, c'est au-dessus de 0 à 20. 0 à 20, c'est les liquides. 35, on ne sait pas. Ça veut dire que c'est soit une lésion tissulaire, soit c'est dans le médiastin, il y a une lésion qui est pseudo-tissulaire, c'est les kystes bronchogéniques. En fait, ils ont un contenu protéique important qui fait que leur densité n'est plus de 0, mais plutôt aux alentours de 50. Et donc, deux solutions. Soit vous reconvoquez le patient, vous l'injectez, si jamais le patient est parti au moment où vous avez fait, où vous lisez les images, soit vous reconvoquez le patient juste pour une IRM et le bilan sera encore meilleur. Et donc ici, on fait l'IRM, l'IRM avec un T2 FATSAT, c'est blanc comme le liquide céphalorachidien, c'est du liquide, l'affaire est réglée. Vous injectez quand même un petit coup pour voir qu'il n'y ait pas une paroi qui se rehausse, et vous avez vérifié que vous avez affirmé que c'est un liquide bronchogénique. Si c'est bien liquidien, que ça se rehausse pas, il n'y a pas de tissu, c'est pas méchant. D'accord? Voilà, et puis ici un autre exemple, parce que ça marche pas toujours pareil. Ici, vous voyez, densité à 67 sur un enjeu scanner. Densité à 67 sur un enjeu scanner, c'est pareil. Vous savez pas si c'est un kit bronchogénique dense ou si c'est une lésion qui s'est déjà rehaussée du fait que on l'a injecté, même si on est à un temps très précoce. Et vous voyez ici un T2 FATSAT, et c'est l'intérêt de faire des T2 avec très pondéré T2. C'est en hypersignal T2, mais c'est pas en hypersignal T2 comme le liquide céphalorachidien. Donc c'est pas du liquide cette affaire. Et vous voyez ici le T1, le T1 après injection. Vous voyez que c'est quelque chose qui se rehausse intensément. C'est clairement pas un pigment oncogénique. Ici, c'est une tumeur. Et vous voyez, c'était un sarcome. Il y a beaucoup de sarcomes à Cochin. Donc, c'était un sarcome, mais absolument pas une lésion kystique. Ouais, et puis on continue, il y a d'autres exemples qui vous montrent. Parfois en plus ça peut aider. Ici on avait un doute, par exemple, on avait une lésion qui était kystique, qui était fluctuante en termes de taille. La moyenne était à 6, donc vous allez dire pourquoi faire une IRM? Parce qu'un coup c'était gros, un coup c'était petit. Mais en fait on se dit bah, c'est probablement que ça communique avec le péricarde. Et la façon de mettre en évidence que ça communique avec le péricarde, vous changez le patient de position. Donc soit vous faites ça au scanner, soit vous faites ça à l'IRM, vous changez de patient de position à l'IRM et vous voyez que il y a un coup ça se vide, un coup ça se remplit en fonction de son populatus, l'un du plus. Voilà. Donc, des avantages de caractérisation. Et puis, je vous l'ai dit, il faut toujours injecter pour rechercher des prises de contraste pariétal, parce que typiquement ici, ça a une tronche de kyste, ça c'était un bilan d'AVP. Un bilan d'AVP, on tombe là-dessus, c'est pas un hématome, ça a l'air d'être ancien, on a plutôt l'impression que ça a une paroi avec des calcifications, c'est pas une lésion aiguë, c'est un fortuitome, mais un fortuitome qui, quand on fait l'IRM, vous voyez, un T2, c'est en hypersignal T2, T1 FATSAT, et puis quand vous injectez, on voit qu'il y a une prise de contraste périphérique, et ça, c'est un thymome. Et le thymome peut être partiellement kystique. Le fait que là, il y ait un rehaussement à la périphérie de cette lésion, il faut dire que c'est pas du tout un kyste sain, et donc il faut le retirer. En gros, le médiastin, c'est facile, hein. Soit vous êtes sûr, vous mettez votre main à couper que c'est bénin, on le laisse, soit vous n'êtes pas sûr que c'est bénin, et on le retire. C'est aussi simple que ça. Et donc ici, c'était un thymome kystique. Deuxième grande situation, le syndrome de Pankos-Tobias. Alors, le syndrome de Pankos-Tobias, c'est heureusement assez rare. Vous savez, c'est des cancers de l'apex pulmonaire qui sont révélés en général par des douleurs.
où les patients, c'est typiquement le patient avec le Claude Bernard Horner, sinon, et c'est oui, à peu près 3% des cancers pulmonaires. Et un des enjeux chez ces patients, ça va être de savoir, parce que vous savez que quand il y a un cancer du poumon, le traitement curatif, c'est la chirurgie. Donc l'enjeu, c'est toujours le même. Quand on découvre le cancer, c'est de savoir si on peut l'opérer ou pas. Et donc savoir si on peut l'opérer dans cette région, la seule façon, la meilleure façon de voir l'envahissement loco-régional, ça va être de faire une IRM pour regarder comment est pris le plexus brachial, comment est-ce que ça envahit les parties molles adjacentes pour que le chirurgien puisse décider, là je peux y aller ou là je ne peux pas y aller. D'accord? Et donc ça, typiquement, l'IRM va être intéressante. Et donc, l'IRM, vous voyez ici, le plexus brachial, vous faites des séquences dans les deux plans d'accrétion et avec notamment un sagittal qui vous permettent de bien voir à quel point ça remonte au-dessus du poumon. Et vous voyez, du fait du T2, T2 stir, T1, T1 gado, on y va sur les séquences et tout ça va vous permettre de voir, est-ce que ça envahit ce plexus brachial? Oui, non. Et regardez ici un exemple de scanner. Sur le scanner, franchement, c'est dur de savoir ce qui est bouffé ou pas, à quel point la lésion est résécable ou pas. Et une fois que vous avez fait l'IRM, regardez, on fait l'IRM, on injecte. Vous voyez que vous en avez dans le canal médulaire. Donc là, clairement, en termes de résection, ça va être compliqué d'avoir des marges de résection qui ne soient pas envahies. D'accord? Même une marge de sécurité, ça va être impossible. Alors parfois, ils font des trucs comme des hémivertébrectomies, hein. Ils peuvent aller loin en termes de chirurgie. Mais là, ça risque d'être compliqué d'obtenir une résection R0. Voilà. Donc ça, l'avantage de l'IRM, puis au passage, avec les muscles sont complètement pris aussi. Et donc, tout l'intérêt de ces examens avec un meilleur contraste. Si on revient sur notre image initiale, hein, l'envahissement musculaire, rétrospectivement, on pouvait dire qu'il était complètement pris le muscle parce qu'il n'y avait plus les travées graisseuses dedans, mais c'est quand même beaucoup plus évident en IRM. Et l'enjeu est tel que vous pouvez quand même, on peut s'offrir le luxe d'aller sur un examen d'IRM. Troisième indication, l'endométriose thoracique. Alors l'endométriose thoracique, oui, l'endométriose peut toucher le thorax. Donc c'est quoi? Ça va être des dépôts de structures endométriales de manière ectopique dans la cavité pleurale. Ces dépôts d'endométriose, ils sont toujours localisés du côté droit du patient, il n'y en a pas à gauche pour une raison anatomique extrêmement simple, c'est que les flux de circulation du patient, quoi, au sein du péritoine, font que ça bute sur le ligament falciforme et que ça n'atteint jamais la coupole diaphragmatique gauche. Donc, c'est toujours localisé à droite. C'est des patientes qui vont se présenter toujours de la même façon. C'est des patientes qui vont se présenter avec des scapulalgies. Qui vont être rythmés par les règles. Et alors, donc, en fait, souvent, c'est les patients qui vont plutôt aller voir des radiologues ostéo-articulaires pour des bilans d'IRM d'épaule, de scanner d'épaule, d'arthroscanner. Ne on comprend pas pourquoi elle a mal, elle est extrêmement mal de temps en temps, comme ça. Et une fois qu'on a réussi à faire le lien entre la scalpélagie et le rythme catéménial, eh ben, on peut faire et puis une fois qu'on connaît le diagnostic, on peut se dire, tiens, mais en fait, ce serait pas de l'endométriose, le fait qu'elle ait mal à droite tous les 28 du mois. Et là, avec une IRM, on va réussir à essayer de confirmer le diagnostic. Et donc, on va avancer. Comment est-ce qu'on va confirmer le diagnostic en IRM? Alors, en scanner, zéro chance de voir des petits implants d'endométriose. Pourquoi? Parce qu'ils ont exactement le même signal que la plaie, que les structures environnantes, et donc, quand le même signal, la même densité, pardon, et donc vous n'êtes pas capable de les voir. Ce qu'on peut voir éventuellement, c'est les formes compliquées. On peut voir des pneumothorax catéméniaux, on peut voir des hernies diaphragmatiques parce qu'on en est au stade où ça a troué la coupole diaphragmatique. Mais le mieux, c'est quand même d'arriver à faire le diagnostic avant d'atteindre ce degré de complication. D'accord? Et donc en IRM, ben, l'avantage, c'est que les implants d'endométriose, ils saignent, et donc en fait, on va se retrouver sur un signal de saignement, et donc on va chercher de l'hypersignal en T1 et en T2. Vous faites une IRM, c'est une IRM extrêmement simple, sans injection de produit de contraste, où on va faire de l'axial, du sagittal, et en faisant ça, on va être capable de voir des implants d'endométriose. Donc ici, vous avez ces séquences T1, T2, axial, sagittal, en fatsat, en fait, ça, c'est pour pas être on cherche des hypersignaux, donc on ne veut pas être embêté par la graisse. Et qu'est-ce que vous allez voir? Ben, vous voyez, si vous voyez des petits hypersignaux en T1 comme ça sur la coupole diaphragmatique, eh bien, c'est que vous avez des implants d'endométriose diaphragmatique et vous avez confirmé le diagnostic. Aussi simple que ça, vous n'aviez aucune chance de faire le diagnostic en scanner. Pour confirmer, évidemment, on a toujours deux plans. Il faut voir les anomalies sur deux plans différents pour être sûr que vous ne soyez pas sur juste un petit artefact.
Il y a de l'ambiance dans la salle d'accouchement. Beaucoup plus qu'ici. Autre application possible, on l'a dit, dans les avantages liés à la dose, le fait de pouvoir filmer en IRM, le fait de ne pas avoir de dose vous permet de filmer. Et donc, typiquement, je ne sais pas si vous savez comment on explore, comment on explorait avant les troubles la motricité du diaphragme. En gros, la méthode classique, c'était de faire ce qu'on appelle un sniff test. Sniff test du bruit que fait le patient quand on lui demande de faire une inspiration profonde sur une table de scopie. C'est-à-dire qu'en scopie, on filmait de face et on regardait si les deux coupoles diaphragmatiques descendaient de la même façon ou pas. Vous aviez une image, un seul plan de face. L'autre approche, c'est de faire de l'échographie, en TM notamment. L'échographie, ça c'est les pneumologues qui vont faire ça en général. Puis troisième approche, c'est de faire de l'IRM. En IRM, on peut filmer aussi. Donc, il n'y a pas de problème. Et donc ici, ça va vous permettre de faire des bilans. Ici, vous avez un cas où vous avez une ascension de la coupole diaphragmatique droite, mais cette ascension de la coupole diaphragmatique droite, sur une image qui n'est pas une image dynamique, vous savez pas si c'est une éventration, si c'est une paralysie diaphragmatique, si c'est une parésie diaphragmatique. Alors, une hernie sur une imagerie comme ça, vous allez pouvoir le voir, parce qu'en gros, vous allez voir qu'il n'y a pas de trou dans la coupole diaphragmatique, il y a toujours le muscle, donc vous savez que c'est pas une hernie, mais les trois os étiologiques, vous ne serez pas capable de les différencier. La seule façon de les différencier, c'est de faire de l'imagerie dynamique. Et donc, l'IRM, ça offre cette possibilité d'imagerie dynamique, et normalement, ça devrait s'animer, et on va voir en fait que quand le patient va gonfler les poumons, vous avez la coupole diaphragmatique qui va descendre. Et donc, si elle descend, c'est que, il n'y a pas une paralysie, mais c'est plutôt une éventration. Et donc là, comment est-ce qu'on va faire? C'est des séquences extrêmement simples, c'est l'IRM la plus courte, même les genoux, on n'arrive pas à faire aussi court. Vous faites trois séquences, un plan coronal, deux plans en sagittal. Vous utilisez les mêmes séquences que pour l'imagerie cardiaque, en fait des séquences Troufis, qui sont des séquences SFCP qui permettent de filmer. Et ce que là, on va pas faire de synchronisation cardiaque, on vire toutes les synchronisations, on filme juste, et on demande au patient, faites une inspiration profonde, puis expirez profondément, puis respirez normalement. Et donc, on va voir la coupole qui monte, la coupole qui descend, puis la coupole qui oscille. Et là, on va pouvoir dire, est-ce que c'est paralysé ou est-ce que ça l'est pas? Et puis, il y a des mesures, mais ça, on en discutera au moment où on fera le cours sur le fonctionnement du diaphragme. Il y a des mesures qui, en fait, sont exactement les mêmes que ce qu'on obtient à de l'échographie. Et donc là, on est dans la frustration d'un cours qui ne marche pas, puisque vous devriez voir une imagerie dynamique, d'où l'intérêt de l'IRM. Et là, vous êtes face à une image statique, donc c'est très décevant, mais en gros, ça marche très bien. Je vous montrerai, promis, la prochaine fois des images qui bougent. Je sais pas pourquoi de temps en temps ça marche, de temps en temps ça marche pas, mais on est supposé voir les coupoles diaphragmatiques qui montent et qui descendent. Et quand c'est pas le cas, c'est que c'est qu'il y a une dysfonction, parésie ou parésie. On va passer tout ça parce que quand ça bouge pas, c'est quand même extrêmement décevant. Voilà. Donc le seuil pour ça, on le rappellera la prochaine fois, mais globalement, c'est exactement les mêmes seuils qu'à l'échographie. Et donc il y a deux choses à regarder, c'est en gros 2,5 cm, c'est le seuil de base, et puis surtout ce qui est aussi important, c'est de regarder la différence entre les deux coupoles diaphragmatiques. D'accord? Si ça fait moins de 2,5 cm, il y a un problème. Si ça fait 3 cm d'un côté et 6 cm de l'autre, il y a aussi un problème. Vous ne devez pas avoir 50% d'écart entre les deux coupoles diaphragmatiques. Ne vous en faites pas, ce sera rappelé plus tard et ce sera mieux parce que on verra comment ça bouge. Ici, des exemples où heureusement j'avais montré à quoi ça devait ressembler. Vous voyez, patient ici. Alors vous avez, si vous mesurez où c'est en inspi, qui est ici, et où c'est en expi, sur la droite et la gauche, vous voyez qu'on mesure 1,5 cm d'écart, 2 cm d'écart, quoi, 1,5 cm à droite, 2 cm à gauche. Ça bouge extrêmement peu. Alors quand vous avez ça, qu'est-ce que vous faites? Vous allez voir le patient et vous demander s'il a bien compris les consignes. Et puis, comme l'IRM a duré, c'est 17 secondes, donc séquence. Vous vous offrez le luxe de la refaire. Donc, on refait la séquence. Et si ça persiste comme ça, donc vous êtes des deux côtés à moins de 2,5 cm. C'est ici, vous avez une parésie diaphragmatique bilatérale, ce qui explique une dyspnée qui peut être assez sévère. D'accord? Mais c'est des cas, typiquement des cas dans les patients qui ont des myosites, où c'est les choses qu'on va pouvoir observer. Oui? Alors la question pour ceux qui sont en distance, c'est est-ce qu'on va à l'échographie, ensuite on va à un doute. Ça va dépendre de ton centre et de l'expertise de ton centre pour faire ça. Chez nous, on a un accès facile à l'IRM pour faire ce genre d'image. Il n'y a pas d'échographie, on va directement à l'IRM. L'avantage de l'IRM, c'est que c'est pas opérateur dépendant. Et puis après, c'est
problématique de disponibilité des séquences et de l'expertise. Ici, deuxième cas, bah, c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça bouge pas, mais heureusement, je vous ai mis des petites flèches. Vous avez la coupole diaphragmatique droite qui est plus haute que la coupole diaphragmatique gauche, donc c'est elle qu'on va explorer. On les mesure, on voit que la droite, elle se contracte, elle descend de 3,5 cm en arrière. Alors, la mesure, on verra, hein, mais c'est pas, vous prenez pas le dôme diaphragmatique, vous prenez vraiment le cul-de-sac postérieur et vous regardez où il est situé en inspi, où il est situé en expi, puis vous mesurez entre les deux. Et 3,5 d'un côté, 8 cm de l'autre. 3,5, c'est plus que le seuil de 2,5, qui est le seuil en-delà duquel on va dire qu'il y a une dysfonction. Mais 3,5, c'est moins de 50% de 8 cm. Donc là, ça veut dire que c'est typiquement un ou une patiente extrêmement jeune qui est capable de très très bien gonfler ses poumons et qui, quand elle sollicite ou il sollicite ses poumons à fond, eh ben, n'arrive pas à contracter suffisamment du côté droit. Et donc, vous avez une dysfonction du côté droit dans une situation où on est capable d'avoir des mouvements qui sont extrêmement amples. 8 cm, c'est pas ce qu'on a chez la majorité des patients. Alors, ici aussi, dysfonction, mais pas paralysie. Et puis, si ça bouge pas du tout, ou voir si, d'un côté ça descend, de l'autre côté ça monte, là, c'est une paralysie à proprement parler. Pas de questions d'autres? Enfin, pas d'autres questions. On continue. Autre application qui est extrêmement marginale, recherche d'embolie pulmonaire. Alors, la recherche d'embolie pulmonaire, il y a pas mal de littérature. En fait, pour nous qui sommes jeunes, le départ du moment où on s'est mis à chercher les embolies pulmonaires, c'est que l'examen de référence, c'était l'angiographie pulmonaire. Hein. Et puis, quel patient, on faisait une angiographie des artères pulmonaires et on cherchait des défects à l'angiographie, donc une imagerie biplanaire, mais après, on était capable de tourner autour du patient. Au moment où on s'est dit on peut faire du 3D, il y a eu deux approches qui étaient possibles. On avait déjà l'IRM, on avait déjà le scanner. Le scanner avançait très lentement, le scanner, l'IRM, on n'avait pas toutes les séquences qu'on a actuellement. Et donc c'est posé la question de savoir quelle est la meilleure modalité. Et donc les deux modalités ont été évaluées en parallèle pour essayer de rechercher le P. Vous savez tout ce qui a gagné. La référence, c'est l'angioscanner pulmonaire aujourd'hui. Plus personne fait d'angiographie pour rechercher une embolie pulmonaire. Mais il y a certaines situations où peut-être que l'IRM pourrait être satisfaisante, typiquement les gens qui sont allergiques au produit de contraste, ou des situations où on n'a absolument pas envie d'irradier les patientes, où on pourrait se dire, bah, est-ce qu'on peut pas faire de l'IRM? Donc il y a de la littérature pour dire, on peut aller chercher l'IRM, l'embolie pulmonaire à l'IRM. Alors comment est-ce qu'on fait? Alors déjà, est-ce que ça marche? Ça marche clairement beaucoup moins bien que le scanner. En fait, ça va vous permettre de trouver des embolies pulmonaires proximales. Ça va avoir une bonne sensibilité et ça va être une bonne spécificité, surtout pour les EP proximales. Les EP segmentaires, sous-segmentaires, laisse tomber, vous n'allez pas les voir dans la très grande majorité des cas. Et en plus, ça demande une certaine expertise de lecture parce que c'est plus du tout les mêmes images que ce que vous avez l'habitude de voir sur des angioscanners pulmonaires. Donc, les intérêts, on en a parlé. Comment est-ce qu'on va faire? En pratique, si vous voulez faire ça, si un jour on vous demande de le faire, vous avez plusieurs séquences que vous pouvez utiliser. Vous pouvez faire une angio-IRM, la même chose qu'on fait pour l'aorte ou la même chose qu'on fait en scanner, c'est-à-dire que vous allez injecter du produit et au temps de premier passage dans le poumon, vous allez faire votre acquisition rapide de manière à voir, essayer de chercher des défects sur une pacification précoce. Donc ça, c'est des séquences d'angio. Ces séquences d'angio, on arrive à avoir des tailles de pixels, et on va dire taille de pixels, et pas résolution spatiale, parce que la résolution spatiale, vous savez que c'est différent de la taille des pixels. C'est évident pour tout le monde, ça? Non? La taille d'un pixel, c'est défini par la reconstruction. Sur un scanner, vous mettez un champ de vue de 500. Vous pouvez faire ça sur votre scanner sur lequel vous travaillez. Vous prenez le champ de vue qui va toujours faire 512 par 512 sur la majorité des machines. Vous le reconstruisez sur quelque chose qui fait 10 cm par 10 cm. Vous allez avoir une taille de pixels qui va être extrêmement... Ils vont être tout petits, vos pixels. Pourtant, la qualité d'image ne sera pas meilleure. Vous aurez les plein de pixels à voir de l'information qui n'existe pas. Petit aparté, c'est pour ça que quand vous faites des scanners, dans un centre où on travaille bien, on ne reconstruit pas les champs de vue en champ d'acquisition. Si vous faites des champs de vue de 50 cm, qui sont les champs d'acquisition de la majorité des scanners, ça veut dire que vous divisez 50 cm par 512, ça vous donne la taille des pixels. Si vous centrez votre champ de reconstruction sur le patient, typiquement les poumons, ça sert à rien de voir les deux bras dans les poumons, vous centrez le champ de reconstruction sur les poumons,
vous allez bénéficier de ces 112 pixels sur une taille plus petite, et donc vous aurez une meilleure résolution spatiale. Vous allez exploiter au mieux la résolution spatiale intrinsèque de la machine, globalement, est de 0, entre 0,30 et 0,50, en fonction du modèle du scanner que vous avez acheté, millimètres. Tout pixel qui serait inférieur à ça n'a pas de sens. Il n'y a pas la résolution intrinsèque à la machine. Donc c'est pour ça que vous voyez 0,9 par 0,9 par 2 mm, ça ne veut pas dire pour autant que vous avez vraiment une résolution spatiale et que vous serez capable de différencier les choses de 0,9 mm. Attention, c'est une information importante. Et au passage, vous voyez l'épaisseur de coupe de 2 mm. Donc vous faites ça, et quand vous faites ça, bah, ça peut vous permettre de bien voir. Le problème, c'est que vous avez exactement tous les problèmes que vous avez au scanner. Donc le manipulateur, il déclenche mal. En plus, le patient, il bouge, et vous avez tout perdu. Vous pouvez avoir des opacifications qui sont des opacifications de l'aorte, vous pouvez avoir des choses complètement bougées. C'est exactement la même chose qu'un scanner. C'est pour ça que, typiquement, quand on va faire ça, on va faire d'autres séquences en plus, puisque là, on y est que ça n'irradie pas. On va faire des séquences, pour rappeler, c'est SSFP qu'on utilisait pour le diaphragme. On peut aussi l'utiliser pour regarder le poumon sans injection. Et on sait que si vous filmez comme ça le poumon à tous les étages, donc on va filmer tous les millimètres de poumon, sinon il y en a pour 3 heures d'acquisition, mais on va filmer de manière relativement espacée, toutes les 5 millimètres le patient, et vous faites un film très court, hein, vous faites l'équivalent d'un battement cardiaque, et s'il y a un thrombus, on peut le voir. Et la différence entre du flux et le thrombus, c'est que le thrombus, il va rester sur tout le film, alors que le thrombus, il est labile, donc il va partir. Ok? On va voir un exemple. Et puis après, vous pouvez faire des séquences de rattrapage. C'est qu'une fois que vous avez fait votre angio, vous repassez tout de suite après, vous faites une séquence de T1 post-Gado. Et c'est comme si vous faisiez un temps portal sur un scanner de recherche de P. Vous avez un deuxième temps. Vous savez qu'on peut chercher les EP sur les temps portaux, sur des cancers. Vous allez les voir. Vous n'allez pas voir aussi bien que ce qu'on voit sur un enjeu scanner, mais vous allez les voir. Et donc, en combinant tout ça, eh ben, on peut arriver à faire des choses. Typiquement, regardez ici. Vous avez deux images à flûte. Vous voyez, vous avez un petit trou noir ici. Vous avez une petite image noire dans une artère pulmonaire. La question, c'est est-ce que c'est une EP ou pas? Donc ça, c'est une séquence SFP. Le patient n'est pas injecté. D'accord? Vous regardez le film. Ici, vous voyez que ça disparaît. C'est un artefact. Vous regardez le cœur qui se contracte, l'image reste, c'est une envol pulmonaire. D'accord. Donc ça, c'est l'intérêt de la SSFP. Vous pouvez le faire de l'imagerie sans avoir un chiffre. Hop. Ensuite, on va faire l'angio et dans la grande étude qu'on avait fait nous, là, qui va être publiée, on avait fait un post-gâteau derrière. D'accord. Et encore une fois, il faut être au courant que ça, c'est super, mais ça marche que pour les OP proximales, hein. D'accord? Et ça marche même pas pour toutes les EB proximales. Donc c'est vraiment du sauvetage, c'est pas du tout de la première intention, quoi qu'il n'ait pas ça comme première intention. Voilà. En pratique, vous avez d'autres séquences qui sont possibles. On peut faire de la perfusion aussi en IRM. D'accord? Donc la perfusion, on peut très bien la faire pour rechercher des EP. Le problème de la perfusion, c'est que c'est la même chose pour toutes les maladies pulmonaires, soit en scanner ou, euh, ou en IRM. Vous avez des défects de perfusion, pas que quand l'artère est bouchée. Vous avez aussi des défects de perfusion. Quand le parenchyme pulmonaire est détruit, typiquement l'emphysème, il va pas perfuser puisqu'il n'y a plus de poumon. Et puis aussi, vous allez avoir les cas où vous avez un poumon qui ventile mal. Vous avez un truc génial qui s'appelle la vasoconstriction réflexe, qui fait que le poumon va être mal perfusé de manière à éviter l'effet Schindler. Et donc, ce qui fait que les défects de perfusion, comme ça peut très bien marcher et ça peut être complètement trompeur. Et ici, vous avez un beau défect de perfusion avec une embolie pulmonaire distale. Donc ça, c'est le cas où ça vous aide. Je vous retrouve quelque chose qui d'ailleurs n'avait pas été vu sur ce scanner-là. Et puis ici, vous avez un autre exemple. Alors ça, c'est une embolie pulmonaire en bas. Vous avez des défects de perfusion qui sont bien jolis, bien tirés au cordeau. Et puis de l'autre côté, ici, vous avez des défects de perfusion qui sont pas systématisés, qui ressemblent un peu à rien. Et en fait, le patient, regardez, il a un parenchyme pulmonaire qui est complètement détruit. Possiblement, je ne sais pas ce qu'il avait celui-là, mais possiblement qu'il avait un déficit en alpha-antitrypsine avec de l'emphysème panlobulaire. Et c'est typiquement ce qu'on pourrait voir sur ce scanner, du fait que il y a des trous partout en bas, et il y a l'air d'y avoir de l'emphysème en haut, ça marche pas du tout. Donc la séquence de perfusion, c'est pour ça qu'elle a été oubliée nous, l'IRM, dans le protocole IRM-EP2, on a arrêté d'en faire parce que en fait ça générait autant de problèmes que ça résolvait de solutions.
En pratique, c'est quoi les performances de l'IRM? Parce qu'on on en a parlé. L'IRM, vous voyez, très spécifique, spécificité qui est quasiment de 100%, c'est-à-dire que vous voyez une embolie pulmonaire après avoir fait tout ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire vérifier si vous êtes sur la SSFP, que ça reste bien, c'est-à-dire que c'est pas du flux. Vous avez une image d'embolie, vous êtes très spécifique, on peut anticoaguler le patient. Le problème, c'est la sensibilité. La sensibilité, vous voyez, au niveau proximal, on est 98-100%. En gros, il y a des examens qui sont ratés, voilà, ça marche pas. Vous pouvez aussi rater des angioscannes. Niveau segmentaire, vous êtes plus qu'à 68% de sensibilité. Et en niveau sous-segmentaire, vous êtes à 21% de sensibilité, ça marche pas du tout. Ça va vous permettre de trouver les grosses EP, pas les petites EP. Et les petites EP, si elles sont multiples, elles peuvent être très dangereuses. Voilà, d'accord? Donc retenez pas que ça me permet de retenir surtout celles que je dois anticoaguler, pas le reste. On peut avoir des pluies d'embol sous-segmentaires qui sont extrêmement délétères pour le patient. Voilà, donc ça, c'est le au total pour ça. Donc en gros, ça marche, mais ça ne marche pas parfaitement. Et donc c'est clairement un examen à réserver dans des situations très particulières où on n'a pas d'alternative, parce que dans le dos d'alternative, il y a la scintigraphie. Alors ça, on en parle. Autre application possible, il y a la littérature qui existe au cas où vous soyez tenté de faire de la diffusion pour rechercher pour remplacer le PET scanner pour savoir si la diffusion ça marche, pour savoir si les ganglions sont atteints, oui ou non. Alors il y a plein de littérature qui vous dit que c'est génial. Il n'y a pas un seul centre dans le monde qui fait ça de façon sérieuse. Pourquoi? Parce que c'est un peu, c'était avant le deepfake, mais voilà, c'est un fake. Donc ça ne marche pas. N'essayez pas de remplacer vos PET scanners par de la diffusion. Ce n'est pas une bonne façon de faire. Le PET scanner marche très bien. La diffusion, personne s'en sert. Il y a que des gens qui ont fait des papiers, mais qui s'en sont pas servis en routine derrière. Donc oubliez l'idée. Faut se méfier dans la littérature. Il y a deux, trois conneries qui traînent. Donc notre rôle, c'est aussi de faire le. Autre application, caractérisation des nodules pulmonaires. Alors ici, on a un grand centre d'oncologie thoracique. On a énormément de patients opérés chaque semaine de cancer du poumon. Vous savez combien on fait par semaine d'IRM de caractérisation de nodules pulmonaires, d'après vous? 20 et 30, 30 et 50, moins de 20, zéro, zéro. On fait zéro. Jamais. Pourquoi on n'en fait jamais? Parce que globalement, c'est hyper risqué. C'est hyper risqué et c'est pas vraiment démontré. Je vais vous dire un exemple très simple. La martochondrome. La martochondrome, c'est le cas où on peut se dire, c'est super, on va faire un IRM, on va montrer qu'il y a de la graisse dedans, on va montrer que c'est une lésion bénigne, l'affaire est réglée. D'accord? C'est super ça. Donc typiquement ici, vous avez un nodule qui croît extrêmement lentement, on n'arrive pas vraiment à avoir de contenu graisseux, on fait de l'IRM et il disparaît en fait ça. Génial. C'est un amartochondrome. Génial, mais attention. En fonction de la séquence que vous utilisez, sur les machines qu'on a nous, je sais pas comment c'est avec les autres constructeurs, mais alors si vous choisissez la mauvaise séquence, elle arrive à vous faire un truc extraordinaire, c'est elle arrive à vous faire disparaître tous les nodules en façade alors qu'ils contiennent pas de graisse. Donc vous avez 100% d'amartochondrome. Il fallait juste être très sûr que c'est un amartochondrome avant de faire l'IRM parce que le diagnostic, la certitude, elle repose juste sur l'indication de l'IRM. Plus du tout sur la séquence que vous avez utilisée puisqu'elle fait n'importe quoi. Donc en pratique, voilà, le message est méfiez-vous énormément. Vous pouvez avoir des artefacts à l'IRM qui font qu'une séquence que vous pensiez comme absolument géniale pour régler une problématique devient un truc complètement faux qui va vous faire conclure des bêtises. Voilà. Donc en pratique, on ne le fait pas. Soit il y a de la graisse macroscopique, on l'a vu au scanner, on discute avec cette information, le patient n'est pas opéré, soit on n'est pas sûr. Si on n'est pas sûr, soit c'est une biopsie sous scanner, soit c'est une chirurgie à la convenance de l'équipe du centre. L'idéal, c'est quand même d'aller plutôt faire une biopsie pour éviter une résection. En tout cas, si c'est une résection, c'est pas une lobectomie, c'est un wedge avec extemporané. Et si extemporané positif, seulement on fait quoi? C'est-à-dire que si c'est un cancer à l'extempo, on complète par une lobectomie. Mais voilà, on n'utilise pas l'IRM globalement pour faire la caractérisation. Sinon, vous risquez d'avoir des problèmes et je vous partage une expérience qui est voilà, une expérience de centre et il faut être au courant de ça. En tout cas, le jour où vous envisagez de le faire, faites en sorte de passer aussi des cancers, vous êtes sûr que c'est des cancers pour vérifier qu'ils disparaissent pas avec vos séquences magiques. Autre application ensuite, les maladies des bronches.
Alors, les maladies des bronches, on peut faire de l'IRM pour faire une étude morphologique du parenchyme pulmonaire. Alors, on a dit tout à l'heure, le problème, c'est que on avait un temps T2 étoile qui était extrêmement court, et donc il y a une parade qui a été trouvée pour ça, qui était initialement pour de l'ostéo-articulaire, c'est de faire des acquisitions avec des temps d'écho extrêmement courts, qu'on appelle les UTE, ou il y en a même qui appellent ça des ZTE, c'est-à-dire que, des temps d'écho qui sont quasiment nuls. Ce qui fait qu'on arrive à choper des choses dont le T2 étoile est extrêmement gros. Alors ces séquences, elles permettent d'avoir une imagerie du parenchyme pulmonaire dite haute résolution. Il faut rester calme sur ce que c'est que de la haute résolution en IRM. Pareil, il y a plein de publications qui nous montrent que c'est génial. En pratique, c'est pas si fou que ça. Mais on arrive à avoir du parenchyme pulmonaire. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, ces séquences, il y en a plusieurs. Tous les constructeurs maintenant en ont de ces séquences UTE adaptées au parenchyme pulmonaire. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ici, vous avez 4 exemples de séquences chez des constructeurs différents d'imagerie haute résolution du poumon en IRM. On revient sur ce que je vous ai dit sur la résolution spatiale. Vous voyez que le 0,9 par 0,9 par 0,9 par 2, c'est pas exactement la même chose que le 0,9 par 0,9 par 0,9. Le pixel ou le voxel a la même taille. La résolution spatiale n'a rien à voir. D'accord? Et même ça, cette image-là, vous n'êtes pas du tout, si vous zoomez, vous voyez pas les petites bronches, vous n'êtes pas du tout comme sur un scanner. D'accord? Et au passage, cette séquence-là, en fait, elle n'existe plus. C'était la séquence Petra sur Siemens, ça a complètement disparu. Donc, on n'a jamais retrouvé la qualité de cette séquence sur d'autres séquences. On a d'autres séquences maintenant chez Siemens. Alors, vous se dire, ils n'ont jamais été capables de remettre une séquence qui marchait si bien. Oui, mais en fait, à fou, ceux qui utilisaient celle-là vous disent la nouvelle, elle marche peut-être un peu moins belle, mais elle marche quand même dans beaucoup plus de cas. Autre problème, c'est que l'IRM, vous avez tous les cas où ça marche, vous avez tous les cas où ça marche pas. Donc, si ça marche chez 10% des cas, c'est très bien, mais c'est pas terrible. Ouais, d'accord? Donc ici, ça, c'est l'UTE qu'on utilise typiquement chez Siemens, qui s'appelle la Spiral Vibe, qui a remplacé la séquence Petra que je vous ai montré tout à l'heure. Et vous voyez, c'est le genre d'image qu'on est capable de tenir, et vous voyez qu'on est capable de voir des bronches comme ça. Alors pourquoi est-ce qu'on voit cette bronche? On voit cette bronche parce qu'elle a une paroi qui est épaisse, hein. Il y aurait une paroi fine, on n'arriverait pas à la voir. Et vous voyez qu'on a beau, on n'est quand même pas exactement sur la résolution d'un scanner. Vous êtes d'accord avec ça? Donc on voit des choses, c'est pas parfait. Alors un autre truc qui est assez intéressant, je vous montre tout le volume, quand on l'a expérimenté, cette séquence, donc ça c'est du volontaire sain. On est très content. C'est super, ça marche même, on voit des trucs qu'on voyait pas d'habitude en IRM. C'est génial, alors on a appelé dans le service, vous n'auriez pas un patient qui serait motivé avec une mucoviscidose pour faire une IRM pour qu'on voit comment ça marche, à quel point on voit bien les choses chez les patients. Donc il y avait un patient qui était motivé, qui a bien voulu venir faire une IRM, donc on a fait l'IRM. Alors, un patient qui était hospitalisé dans un lit, il était en décompensation de sa mucoviscidose. D'accord? Il ou elle, je sais pas. Voilà à quoi ça ressemble un patient avec une mucoviscidose extrêmement sévère sous oxygène décompensé. C'est décevant. On est d'accord? On a essayé, c'était toujours décevant. Pourquoi c'est décevant? Bah parce que cette séquence, chez quelqu'un, c'est les séquences qui mettent 6 minutes à l'acquisition, donc il y a une synchronisation respiratoire qui est intégrée à la séquence, et que quand vous êtes quelqu'un qui respire bien, avec une respiration profonde, en fait, elle se synchronise très bien au cycle respiratoire, et donc elle vous fait des belles images. Et dès lors que vous êtes polypnéique avec un état ventilatoire pas terrible, eh ben, elle arrive plus trop à se synchroniser et elle fait n'importe quoi. Pas n'importe quoi. On voit toujours plein de choses, mais on voit quand même beaucoup moins que ce qu'on espérait en ayant passé un volontaire sain avant. Alors après, il y a d'autres séquences. L'avantage de l'IRM, c'est que vous ne faites pas que de la morphologie. Il y a des séquences, typiquement du T2, par exemple, qui vous permettent de voir les impactions mucoïdes qui vont sortir en hypersignal. Il y a des papiers qui vous montrent qu'en plus, en fonction du signal des impactions mucoïdes, vous êtes capable de dire s'il y a de la BPA ou pas. On peut aussi faire de l'IRM fonctionnel pour regarder les patients, quoi, à quel point ça ventile bien. Alors, dans l'IRM fonctionnel, vous avez plusieurs approches. Vous pouvez faire inhaler des gaz, faire inhaler de l'hélium polarisé. Donc ça, il faut juste un générateur d'hélium. Parfois, il faut juste changer l'hardware ou au moins le software de la machine, un petit peu compliqué. Donc tout ça fait que, en pratique, il y a quasiment pas, on va pas donner de chiffres, mais il y a très peu de, on va dire comme ça, il y a très peu de centres dans le monde
qui peuvent se permettre de faire ce genre de choses, et des centres dans le monde qui le feraient en routine clinique pour des patients, je pense qu'il n'y en a absolument aucun. Voilà. Donc, c'est dans la magie de tout ce qu'on pourrait faire, mais qu'on fait pas parce que, d'un point de vue logistique, c'est hyper compliqué. Si vous faites inhaler un gaz qui est très cher et très compliqué à avoir, pour un patient, il y a peut-être d'autres façons de répondre à la question. Et une autre façon très simple de répondre à la question, c'est toujours le scanner. Après, il y en a d'autres qui ont dit, bah, on l'a vu tout à l'heure, la perfusion est un reflet de la ventilation, puisque vous avez une vasoconstriction quand vous ventilez mal. Donc, il y en a qui vous font de la perfusion pour faire le reflet de la ventilation. Ça, c'est les Allemands qui ont beaucoup fait ça. Donc, chez les patients mucos, les Allemands, je crois qu'ils ont arrêté maintenant, heureusement. Ils injectaient les patients, les petits enfants avec de la muco, plutôt que de leur faire des scanners, ils leur faisaient une IRM injectée tous les 6 mois, dès leur plus jeune âge. Je sais pas ce que vous en pensez comme idée. Non. Moi, ça me choque. Mais c'est un point de vue, et je pense que c'est un point de vue qui est partagé par une partie de la communauté. C'est que juste, on sait que le gadolinium, ça s'accumule dans les noyaux gris centraux, et que là, on est en train de faire des imageries à des enfants qui n'ont pas besoin de cette imagerie, parce qu'en pratique, il y a d'autres façons de les explorer. On leur colle le gadolinium dans les noyaux gris centraux. Ça s'appelle des rats de laboratoire, sauf que c'est des petits enfants là. D'accord. Donc ça, c'est des choses qui existent, mais pas parce qu'on peut le faire qu'il faut le faire. C'est pas parce que c'est fait dans la littérature qu'il faut le faire chez vous. D'accord? Il est juste une vision assez critique de ce qui existe dans des techniques innovantes avant de vous embarquer dans ce genre de choses. D'ailleurs, je crois qu'en France, il y a personne qui fait de manière systématique une IRM injectée à des enfants ayant la muco. Je crois que tout le monde a compris que c'était pas une bonne idée. Je sais même pas si quelqu'un l'a déjà fait chez nous. Il y a une autre façon de faire, par exemple du mapping. Je sais pas qui a déjà fait de l'IRM cardiaque ici. Pas beaucoup. Ceux qui ont fait de l'IRM cardiaque, ils savent qu'on peut faire du mapping pour regarder, mesurer le T1 ou le T2 du cœur, et ben, on peut faire exactement la même chose dans le poumon. Et donc, ce qu'on arrive à voir, c'est qu'en faisant du mapping, on peut deviner que ça va, mais on est d'accord que c'est de la grosse devinette, qu'il y a quelque chose par rapport à de la perfusion. On n'est quand même pas sur des séquences de rêve. Et puis après, vous avez cette séquence qui est, pour le coup, vachement plus intéressante que tout ce que je vous ai montré avant. Ça, c'est des séquences avec des convolutions de Fourier. Là, ça, c'est hyper intelligent. C'est les séquences, on va toujours utiliser cette séquence magique, le SSFP, dont on a tant parlé depuis le départ. En fait, on va filmer le patient en train de respirer. Et ensuite, ils vont faire une déconvolution du signal. Et ils vont être, en faisant cette déconvolution, ils vont être capables de repérer les oscillations de signal qui oscillent avec une temporalité liée à la respiration et les oscillations qui sont liées à une temporalité liée, qui ressemble à du cycle, du cycle cardiaque. D'accord? Et donc, avec ces micro-changements d'intensité du signal, en fait, ils vont être capables de comprendre qu'est-ce qui tient des changements liés à la respiration, qu'est-ce qui tient des changements liés au battement cardiaque. Donc, ils vont être capables de reconstruire des images de ventilation et des images de perfusion. Génial. Faites plus que le patient, il n'inspire rien, on lui injecte rien, et on arrive à faire des imageries de ventilation-perfusion. 2015, ça fait 10 ans. On n'a pas encore remplacé la scintigraphie de ventilation-perfusion. Pourquoi? Bon, déjà, c'est quand même compliqué. C'est un petit peu long à faire. Et puis, ceux qui l'ont fait, qui l'ont développé, cette séquence, quand vous discutez en off avec eux, ils vous diront que chez les patients qui ont une hypertension pulmonaire, qu'est-ce qui se passe? Les artères sont sous pression, il y a presque plus de battements, il n'y a plus de changement de signal avec les battements, et donc la séquence, elle n'y arrive plus du tout. Donc ça a beau marcher, dans beaucoup de situations, c'est très intéressant, mais il y a toute une partie des situations où ça marche pas, donc il n'y a pas de miracle. C'est pas la solution miracle, ça n'a rien remplacé, mais c'est quelque chose qui se fait, et ça, je sais que j'ai pas mal de collègues en France qui en font, au moins dans des protocoles de recherche. Et voilà, c'est pas quelque chose de nouveau, ça existe depuis plus de 10 ans. Donc, pour conclure, c'est quoi les limites de l'IRM pulmonaire? Globalement, on a vu que pour la morphologie, on arrive à avoir des choses, mais pas aussi bon que du scanner, donc il faut vraiment bien trier les indications. Et typiquement, le bon patient, c'est l'enfant, d'accord? Les enfants où vraiment la priorité absolue, c'est de pas les irradier. Bah, ok, on peut faire cette solution en alternative. Si vous avez moins le problème de la dose et que vous voulez voir quelque chose, bah, le scanner, c'est quand même un peu mieux. L'autre problème, c'est que c'est des acquisitions qui sont extrêmement longues. C'est beaucoup plus coûteux qu'un scanner, hein. Le rapport de prix entre une IRM et un scanner, c'est x3. D'accord? Donc, c'est à réserver. Et puis,
L'autre chose, c'est l'accessibilité. Si vous faites des examens de l'IRM, vous savez qu'il n'y en a pas beaucoup en France, des examens qui sont 3 fois plus longs que des scanners, on a un problème d'accessibilité pour faire ça en routine. On ne pourrait pas envisager de faire tous les scanners thoraciques, de les convertir en IRM, ce ne serait pas possible chez nous. C'est inenvisageable. Voilà, donc des indications extrêmement limitées. La vraie question, c'est en fait, est-ce que, je pense que, bah, après, ça, c'est un point de vue, et on a un papier, on est en train d'écrire le papier, mais le scanner ultra basse dose avec une dose quasiment de radiothorax face profil, en fait, vous voyez beaucoup plus de choses qu'à l'IRM, donc c'est probablement une très bonne alternative pour la majorité des cas. D'accord. Donc voilà, je vous ai montré les potentiels de l'IRM ici. Donc on a vu que l'IRM, c'est un examen vraiment clairement de deuxième intention, sauf cas très particulier. L'intérêt majeur, c'est de la caractérisation, les masses intestinales, l'endométriose. On peut s'en servir dans des contextes pour avoir une évaluation dynamique avec le fonctionnement de la coupole diaphragmatique et puis les indications émergentes du type on va regarder le parenchyme pulmonaire. En dehors du cas spécifique des enfants qui ont une mucoviscidose, ça reste pas un standard actuel en France. Voilà. Vous avez des questions? Non. Le postprandial est difficile? Si, vas-y. Oui? Avant, le Samuel a parlé d'un cas d'une otite massive chez une femme qui avait une otite Alors, attends. Il y a deux choses. Donc, la question est la localisation des lésions d'endométriose. Est-ce que c'est toujours périphérique ou pas? Alors, l'endométriose, les manifestations thoraciques de l'endométriose thoracique, il y a deux types de manifestations. La manifestation courante, c'est l'endométriose sur la plèvre. Elle ne fait pas cracher du sang, ça. Il n'y a pas de communication entre la plèvre et le bronchite. Sinon, on aurait tous un pneumothorax. L'endométriose, où il peut y avoir des hémoptysies cataméniales, et c'est quand même hyper rare, cette forme-là, ou des hémorragies intra-alvéolaires sont plus fréquentes, c'est quand vous avez des implants d'endométriose dans le parenchyme pulmonaire, ce qui est extrêmement rare et différent. Et après, c'est tellement rare que franchement, il n'y a pas de données de la littérature sur l'utilisation du scanner pour dépister ça. Et puis pour le coup, pas de l'IRM pour dépister ça. Et puis pour le coup, là, on n'est plus dans la même problématique puisque le scanner voit un problème et il voit une hémorragie intra-alvéolaire. Une autre question? Je vais regarder si en ligne il y a des questions. Alors, je vais juste retrouver le bon moment. Alors, est-ce que 8 cm est considéré comme une hyperkinésie compensatrice Non, il n'y a pas d'hyperkinésie d'une coupole diaphragmatique. Il y en a une qui marche pas ou l'autre qui marche bien. Mais c'est pas un problème d'hyperkinésie compensatrice. C'est juste que vous prenez dans l'assemblée, tout le monde est, voilà, la grande majorité est extrêmement jeune. Je pense que si on fait une IRM diaphragmatique à tout le monde ici dans l'assemblée et qu'on va faire la même IRM diaphragmatique à l'hôpital Broca en gériatrie, on constatera qu'on n'aura pas les mêmes amplitudes des coupoles diaphragmatiques. Donc, c'est juste un phénomène plutôt lié à l'âge. Est-ce qu'on préfère à l'IRM thoracique à la scintigraphie de ventilation perfusion pour la recherche d'embolie pulmonaire? Certainement pas. Est-ce qu'il est